Il est pile 15 h, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 h au sommaire de l'actualité. Le haut-commissaire du HCR accompagné d'une forte délégation ministérielle à Ali Adé. Et en Afrique du Sud, le parti au pouvoir, le Congrès national africain, s'est réuni aujourd'hui pour élire son nouveau chef en remplacement de Jacob Zuma. Mais avant de développer ces titres, le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, a regagné la capitale en provenance de Paris, où il a pris part au sommet dédié à la lutte contre le réchauffement de la planète, aux côtés d'une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement. Ce sommet, on le rappelle, mondial a pour objectif de renforcer les sources de financement pour lutter contre le changement climatique. À son retour à Djibouti, le président de la République a été accueilli par le Premier ministre et quelques membres du gouvernement. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssef, a reçu aujourd'hui Madame Penny Mordo, secrétaire d'État britannique pour le développement international et membre du Parlement. En visite de travail en République de Djibouti, elle a été accompagnée de l'ambassadrice du Royaume-Uni accréditée à Djibouti avec résidence à Addis Abeba, Susanna Mawhid, ainsi que du consul honoraire du Royaume-Uni. L'entretien a permis aux deux interlocuteurs de se féliciter de l'excellence des relations bilatérales existantes entre les deux pays et d'aborder donc des questions régionales d'intérêt commun, notamment la question de la paix et de la sécurité et la problématique des réfugiés dans la région de la Corne d'Afrique. À ce sujet, la secrétaire d'État a tenu à saluer l'engagement de Djibouti dans le maintien de la paix et de la sécurité en Somalie, ainsi que pour sa générosité pour ce qui concerne l'accueil des réfugiés fuyant les conflits affectant les pays de la région. La secrétaire d'État a réitéré la ferme volonté du gouvernement britannique de respecter, malgré le Brexit, ses engagements financiers pour ce qui concerne la MISOM et d'autres programmes en cours. Elle a particulièrement tenu à remercier le gouvernement de Djibouti pour ses efforts déployés en réponse à la crise au Yémen, ainsi que pour l'hébergement du World Food Programme Hub. De son côté, le chef de la diplomatie djiboutienne s'est réjoui de l'engagement renouvelé de la Grande-Bretagne pour le maintien de la paix et de la sécurité dans la région et dans le monde, et a réaffirmé donc le soutien de la République de Djibouti pour toute initiative, notamment britannique, destinée à ramener la paix et la sécurité dans cette région qui a trop souffert donc des conflits. Je vous le disais en titre, dans le cadre de son séjour à Djibouti, le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi, est arrivé par voie aérienne à Ali Adé en compagnie du ministre de l'Intérieur, Hassan Mohamed. Et Hussein, on est avec nous sur ce plateau pour nous en dire plus. Bonsoir Hussein. Bonjour Hussein. Bonjour donc Asma, effectivement, donc les diplomates onusiens, M. Filippo Grandi et sa délégation ont été donc accueillis au pied de l'hélicoptère par le ministre de la Santé, Dr Jama Aimi Okiye, par le ministre du Travail, M. Hassan Idriss Samlié, la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Mme Mouna Ousmane Aden, et du préfet de la région, M. Mohamed Waberi Assobe. De nombreux officiels étaient également présents, à l'image du représentant de la Banque mondiale, M. Atou Sek, et des représentants du HCR, M. Abdoulaye Bari, du secrétaire exécutif de l'ONARS, M. Hussein Hassan Dara, et le directeur de la DDS, M. Mahdi Mohamed Jama. A noter également la présence de l'envoyé spécial du HCR pour le réfugié somalien, l'ambassadeur Mohamed Abdi Afé, et Mme l'ambassadrice de Djibouti en Suisse, et Mme Khadra Ahmed Hassan. Les cortèges donc de la délégation s'est par la suite dirigés vers le lieu de la cérémonie, où était donc rassemblée une impressionnante marée humaine venue de tous les villages d'Ali Adé et de ses alentours pour acclamer en grande pompe les hauts commissaires aux réfugiés, M. Filippo Grandi. L'accueil s'est déroulé dans une ambiance de fête et de communion hors de commun. M. Grandi et sa délégation se sont prêtés à cœur de joie pour un bain de foule mémorable. Enfin, au nom de leurs communautés respectives, donc le chef du village d'Al Adé, M. Hassan Samlié, et les représentants de réfugiés, donc M. Omar Yassine, dont ont tous deux souhaité la bienvenue à M. Filippo Grandi et sa délégation.
Dans son mot de bienvenue, donc, le préfet de la région, M. Mohamed Ouaberi Assoubé, a remercié la population d'Al-Adé pour cet accueil chaleureux et pour cette admirable mobilisation au l'honneur de la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Philipo Grandi. La coordination stratégique exprimée entre le gouvernement et les partenaires au développement, notamment le programme des Nations Unies et la Banque mondiale pour améliorer les conditions humaines et l'accès des droits fondamentaux des réfugiés et communautés d'accueil nous conduit d'avoir un optimisme sur l'avenir. Et le haut-commissaire s'est dit réjoui de l'exemplarité singulière de l'accueil et de la fraternité des Djiboutiens à l'endroit des réfugiés, et plus particulièrement à Al-Adé. M. Grandé a salué cette politique d'ouverture et d'accueil pratiquée par les autorités djiboutiennes depuis l'indépendance du pays. Écoutons le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. C'est un grand plaisir de pouvoir aujourd'hui le faire par le biais du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du ministre du Travail et de la secrétaire d'État aux Affaires sociales. Ils m'ont fait l'honneur de m'accueillir ici avec les autorités locales. Je vous prie, Madame et Messieurs les ministres, de transmettre mes remerciements, les remerciements du HCR et de la communauté internationale à Monsieur le Président de la République. Et je voudrais remercier également la communauté locale ici à Al-Adé qui pendant des décennies a hébergé et soutenu des réfugiés. Le deuxième but de ma visite, c'est de constater de mes propres yeux la situation des réfugiés et des communautés locales à Djibouti. Et je peux vous dire que je suis très satisfait, très impressionné même par ce que je vois. Et surtout, je voudrais dire que combien je suis impressionné par le niveau d'inclusion, les politiques d'inclusion du gouvernement en matière de santé, en matière d'éducation et en matière sociale. Et je remercie également la Banque mondiale par le biais de son représentant, la Banque qui est devenue un partenaire primaire du HCR à travers le monde et qui ici aussi œuvre en soutien des communautés autochtones et des réfugiés dans des domaines essentiels. Et finalement, le troisième but de ma visite, c'est de donner visibilité à la générosité de Djibouti et d'en parler au monde entier. Entre-temps, nous continuerons à compter sur l'hospitalité du peuple et du gouvernement de Djibouti. Madame, Messieurs les ministres, vous représentez un pays qui est champion de la cause des réfugiés. Je peux vous assurer que je vais être un champion et un ambassadeur pour Djibouti dans le monde. Et dans son intervention, la secrétaire d'État à la solidarité, Mouna Ousmane Adan, a réitéré le soutien de son département au profit des réfugiés par le biais des programmes d'aide gouvernementale mis en œuvre par les DDS. Voici ses propos. Monsieur le haut-commissaire chargé des réfugiés, chers représentants et partenaires au développement, je voulais à mon tour également vous souhaiter la bienvenue dans cette localité de Al-Adé, dans la région de Ali Sabi. Il nous est fait honneur aujourd'hui de recevoir le haut-commissaire chargé des réfugiés à Djibouti pour une visite de courte durée, et ceci dans un cadre vraiment agréable dans cette région du Sud. Monsieur le haut-commissaire, sans vous citer, vous avez salué dans votre discours de la journée mondiale 2017 les communautés et les populations qui dans le monde entier accueillent parmi elles les réfugiés et les déplacés internes qui leur offrent refuge et qui leur font une place dans leurs écoles, dans leurs lieux de vie et dans leur société. Depuis plus de 25 ans, la République de Djibouti, les réfugiés vivent en exil à Djibouti, à Al-Adé, étant l'un des 3 sites en comptant celui de Holhol et celui de Markazi, et le plus ancien étant celui de Al-Adé. Celui-ci est devenu aujourd'hui un creuset culturel de par la fusion de nationalités, de cultures et des ethnicités. Si on doit aller vers une réponse plus globale pour ces réfugiés, la République de Djibouti, à sa tête, son Excellence
M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République, et de son gouvernement, s'est engagé lors du sommet des dirigeants pour les réfugiés en septembre 2016 à inclure les réfugiés dans les programmes nationaux de l'éducation et du système de santé. Respectant ses engagements en janvier 2017, le président a promulgué une nouvelle loi louable et progressive pour les réfugiés. Et le ministre du Travail, Hassan Idriss Amri, est prévenu quant à lui sur les avantages du nouveau statut des réfugiés qui apporte des solutions durables et facilite l'inclusion des réfugiés en République de Djibouti. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meouki, a mis l'accent sur les mesures gouvernementales conformément aux directives du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, en matière de la prise en charge sanitaire des réfugiés qui bénéficient donc des prestations médicales au même titre que la communauté d'accueil. Voici un extrait de son intervention. Notre pays accueille depuis de nombreuses années des populations migrantes et réfugiées au nom de sa conscience morale et de ses idées qu'il se fait de l'humanité. Conformément à la vision de son Excellence le Président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, l'accueil, la générosité, la solidarité sont les valeurs qui nous honorent et une tradition que nous perpétuons malgré toutes les difficultés que cela représente pour les services publics et les communautés hautes, ici à Ali Adé, à Hol-Hol, à Obok, mais aussi à l'intérieur de tout le pays. Nous étions heureux de lancer, il y a quelques jours à PK51, à la tête de la délégation, mon ami le ministre de l'Intérieur, dans la région de Darta, un projet de clinique mobile destiné à l'assistance médicale des migrants en situation de vulnérabilité qui traversent régulièrement notre pays pour se rendre vers les pays du Golfe ou les pays d'Occident. Nous voici aujourd'hui réunis à Ali Adé où se trouve un village. C'est un village où vivent des frères venus de tous les horizons et aussi de Djibouti, pour discuter avec les populations réfugiées et visiter les infrastructures prévues dans le cadre du projet en réponse aux impacts liés au déplacement de la Corne d'Afrique, appuyé par la Banque mondiale, ma collègue ici, ministre, secrétaire d'État aux Affaires sociales. Et tout l'honneur revient au commissaire des Nations Unies chargé des réfugiés, à travers lui, monsieur le représentant de l'HR à Djibouti. Nous vous remercions. Et enfin, le ministre de l'Intérieur, Hassan Omar Mohamed, a rappelé l'engagement du gouvernement djiboutien dans l'accueil et l'inclusion des réfugiés venus des pays limitrophes dès l'accession à notre pays à l'indépendance. Le ministre de l'Intérieur. Depuis 1990, des amis, je dis bien, venus majoritairement de la Somalie, mais aussi de l'Éthiopie et de l'Érythrée, sont installés paisiblement à côté de leurs frères et sœurs de la communauté d'Ali Adé. Je saisis cette occasion pour rendre hommage à cette formidable communauté haute qui accueille à bras ouverts depuis 30 ans nos frères fuyant les horreurs de la guerre qui déchirent leur pays. Mesdames et messieurs, plus de 70% de ces réfugiés sont des femmes et des enfants. Depuis lors, les enfants des primo-arrivants sont aujourd'hui des adultes, 30 ans après évidemment, qui ont même engendré une descendance parfaitement insérée dans les tissus socio-économiques des communautés hautes. Le gouvernement de Djibouti et le HR ont toujours assuré une parfaite coordination dans la gestion et l'amélioration des conditions de vie des réfugiés Ali Adé, mais aussi à travers tout le pays. Mesdames et messieurs, comme je l'ai annoncé hier, lors de la conférence ministérielle sur l'éducation des réfugiés, j'ai l'immense honneur de déclarer que désormais mon pays abrite des villages de réfugiés, et non plus des camps de réfugiés.
Je voudrais officiellement à Ali Adé, devant la population réfugiée, de remettre officiellement à son Excellence Monsieur le Haut-Commissaire pour les réfugiés la loi sur le statut de réfugié ainsi que le deux décrets promulgués par le président de la République. Monsieur le Haut-Commissaire, vous avez la loi signée par le président de la République. Merci. Et au cours de cette cérémonie, au cours de la cérémonie d'accueil, M. Filippo Grandi a participé aux côtés de la délégation ministérielle à la distribution des vivres pour les ménages les plus démunis du village de Ali Adé. Et lors de la tournée de concertation nationale à Ali Sebié, le ministre de la Santé a procédé à la remise des clés d'une ambulance flambant neuve pour le poste de santé de Ali Adé. Les clés ont été remises au directeur de l'hôpital régional d'Ali Sebié, M. Mohamed Sougé Aynan. Puis en compagnie de M. Grandi, la délégation a effectué une visite dans le poste de santé pour s'enquérir du déroulement des activités de consultation et de la caravane médicale. En effet, cette caravane médicale proposant des prestations spécialisées telles que la stomatologie, l'oréal, la rhumatologie, la gynécologie, la pédiatrie est à l'œuvre depuis quelques jours pour dispenser ainsi gratuitement des soins et de consultations aux habitants donc de Ali Adé. Ensuite, la délégation ministérielle et le haut-commissaire aux réfugiés ont procédé à la pose de la première pierre concernant le projet de réhabilitation et d'extension du poste de santé de Ali Adé. Les officiels ont visité ainsi la centrale solaire de Ali Adé mise en place dans le cadre du programme d'électrification rurale et qui doublera ainsi sa capacité de production d'énergie en début d'année. Enfin, les officiels se sont rendus à l'école primaire Colmillet où tous les enfants des réfugiés suivent dorénavant le même programme que celui du système scolaire national. Et autre moment fort, vous venez de le suivre, le ministre de l'Intérieur a remis en main propre au commissaire national, au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, le nouveau décret portant statut des réfugiés en République de Djibouti qui leur assure davantage d'opportunités pour leur intégration socio-économique. Un acte symbolique qui prouve que Djibouti tient toujours ses promesses, notamment et celles qui découlent directement des engagements pris par le chef de l'État en septembre 2016 lors du sommet des Nations Unies pour les réfugiés et les migrants. Également, donc la population du village de Ali Adé, des réfugiés donc confondus se sont cotisés également pour offrir à leur hôte de marque une chamelle donc en gestation comme le veut la coutume dans des circonstances pareilles. En recevant la chamelle, donc le haut-commissaire aux réfugiés a été donc particulièrement ému donc par cette marque d'hospitalité ancrée donc dans une culture de paix et de partage donc de la population djiboutienne. Et en marge de la visite du haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, M. Filippo Grandi, le ministre de la Santé, Dr Jamal Miriki, la secrétaire d'État à la Solidarité nationale, Mona Ousmane Aden, ont rencontré la population de Ali Adé pour discuter et échanger sur les questions qui les préoccupent, mais aussi et surtout pour écouter leurs doléances. Ainsi, les Ukal et des nombreux sages du village se sont exprimés tour à tour pour exposer leur point de vue sur les sujets divers et ont formulé des doléances multiples à l'endroit des membres du gouvernement. Par ailleurs, les intervenants ont également remercié le gouvernement djiboutien et en premier lieu le chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, pour tous ses efforts consentis pour le développement du pays et plus particulièrement pour sa politique judicieuse en matière de développement rural. Le ministre de la Santé a exprimé sa satisfaction et celui du gouvernement quant à l'exemplarité et la singularité du village de Ali Adé en termes de cohésion et de partage. Et enfin, le ministre a assuré qu'il transmettrait toutes ces sollicitations des habitants de Ali Adé au gouvernement qui est toujours à l'écoute de ses concitoyens et qui répondra donc sous peu à toutes les doléances formulées dans le cadre de cette concertation. Également, dans l'actualité, un atelier de formation sur le droit administratif s'est clôturé jeudi à l'Institut national d'administration publique à l'INAP.
Cet atelier visait à donner des notions sur le droit administratif à une cinquantaine de cadres, fonctionnaires ou agents conventionnés de l'État. Les démarches et procédures administratives à prendre en cas de litige entre employeurs et employés ont été expliquées. Les participants ont été ainsi initiés aux règles juridiques qui régissent les activités administratives. Ont assisté à la cérémonie de clôture de l'atelier le secrétaire général du ministère de l'Emploi et de la Réforme, Abdallah Ali Mohamed, et le directeur de l'Institut national de l'administration publique, Shalmake Idriss Ali. Dans leur service réciproque. J'espère que la formation en droit administratif qui vous a été dispensée vous sera utile pour l'actualisation de vos connaissances. La formation doit se faire tout au long de la vie. Elle est valorisante et enrichissante pour chaque agent qui veut évoluer dans sa carrière ou tout simplement qui veut acquérir des connaissances, une culture générale. Dans le reste de l'actualité, le Centre de développement communautaire du quartier 7 a abrité une importante formation des directeurs des CDC de la capitale, et ce dans le cadre du dialogue national avec la jeunesse initié par le chef de l'État lors de la journée nationale et africaine de la jeunesse le 1er novembre dernier. Était présent à cette formation le secrétaire général du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Mohamed Ahmed Farah, le conseiller technique du ministère de l'enseignement supérieur, Mahdi Mahmoud, le conseiller au ministère du commerce, Rabli Jibril Sougal, le directeur des CDC, Abdissou Ousmane. Le secrétaire général a mis l'accent sur l'importance que revêt cette formation dans le cadre du dialogue national entre la jeunesse. Session formation dans le cadre de dialogue, c'est en concertation avec la jeunesse. Et il est l'heure de retrouver l'appel à la prière et la suite de cette édition, c'est juste après ça. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Le ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement a organisé ce matin au Palais du Peuple une cérémonie de remise d'attestation aux participants à un atelier sous-régional sur le protocole de Londres sur la prévention de la pollution des déchets d'immersion. Lors de cet atelier, Mme Amina Abdi Aden, ministre par intérim de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, a été représentée par le conseiller technique du ministre Aden Hassan Elmi en présence de M. Abdelkader Abdallah Udun, conseiller technique du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement, mais aussi du docteur Salim Maghreb, représentant de l'organisation régionale pour la conservation de l'environnement de la mer Rouge et du golfe d'Aden. L'atelier a regroupé des participants des différents secteurs de notre pays et de la République fédérale de la Somalie. Et à la fin de la cérémonie, les responsables du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Environnement et du PERSGA ont remis les attestations aux participants de cet atelier. Nous entendons consolider à cet atelier sous-régional de protocole, à cette cérémonie de clôture, afin que nous puissions prendre une prise de conscience, à savoir les services techniques intervenant dans le domaine, les affaires maritimes, la capitainerie, les autorités portuaires et surtout les promoteurs d'activités, à savoir Doralé Container Terminal, Horizon Terminal, afin que tous ces partenaires et ces institutions puissent mettre en place une plateforme de communication, une plateforme de partenariat, afin que ces protocoles de Londres puissent être mis en œuvre. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières avec Fardous Hussein. Bonjour Fardous. Bonjour. Et la police, donc on va commencer donc par l'Afrique du Sud où l'ANC divisée et affaiblie choisit son nouveau chef. C'est le parti donc au pouvoir en Afrique du Sud. Le Congrès national africain se réunit à partir d'aujourd'hui pour élire son nouveau chef et en remplacement donc de Jacob Zuma. Tout à fait, Asma. Donc la course pour la présidentielle de l'ANC se résume, Asma. Un duel serré entre l'actuel vice-président Cyril Ramaphosa et l'ex-épouse du chef de l'État Nkosana Dlamini Zuma. Le vainqueur se retrouvera en bonne position pour devenir le prochain chef d'État en 2019. L'ANC domine la vie politique sud-africaine depuis l'élection de Nelson Mandela en 1994, concrétisant la fin officielle du régime de l'apartheid qu'il a combattu, mais il est aujourd'hui profondément divisé, en perte de vitesse, affaibli par un taux de chômage record à 27,7% et les multiples accusations de corruption qui visent donc Jacob Zuma. La frustration de millions de Sud-Africains noirs laissés pour compte de la nation arc-en-ciel est telle que l'ANC pourrait perdre en 2019 la majorité absolue qu'il détient depuis 1994. Les municipales en 2016 ont déjà servi d'avertissement à l'ANC. Le parti a perdu le contrôle de Pretoria et Johannesburg, les capitales politiques et économiques du pays. Donc à 65 ans, Asma. Donc Cyril Ramaphosa, ancien syndicaliste, converti en richissime homme d'affaires et soutenu par l'aile modérée du parti, est très apprécié des marchés. Lors de sa campagne, il a notamment dénoncé la corruption du clan Zuma. Ses détracteurs n'ont pas manqué de lui rappeler de ne pas avoir pris ses distances plus tôt avec le président. Sa principale concurrente, Nkosana Dlamini Zuma, Asma, donc ancienne ministre et patronne de l'Union africaine, insiste sur la transformation radicale de l'économie au profit de la majorité noire, un thème cher à Jacob Zuma. Le scrutin à l'ANC, dont les résultats sont attendus demain dimanche, marque la fin de 2 quinquennats de Jacob Zuma à la tête du parti de feu Nelson Mandela. Son issue donc risque aussi de peser sur la suite de son mandat de chef d'État qui s'achève en 2019. Cyril Ramaphosa devient le nouveau dirigeant du parti et ses proches décrochent donc des postes clés. Cela lui donnerait donc des voix nécessaires pour remplacer Zuma avant la fin de son mandat présidentiel. L'avance donc en 2008
comme l'était donc l'annonçait déjà les élections, comme les élections qui s'achèveront en 2019. Et à l'étranger, toujours Fardous, un homme armé d'un couteau neutralisé à l'aéroport d'Amsterdam. C'est la police militaire néerlandaise qui a tiré donc sur un homme qui les a menacés d'un couteau. Effectivement, donc Asma, la police militaire néerlandaise a tiré sur un homme qui les a menacés au couteau. 3 coups de feu ont retenti donc hier soir dans l'aéroport international d'Amsterdam. La police militaire néerlandaise a neutralisé un homme qui était rentré dans le bureau de l'armée d'un couteau et les avait menacés. L'homme touché à la jambe a été emmené à l'hôpital et la situation a été rapidement sécurisée d'après le porte-parole de la police qui a affirmé que l'événement n'était pas traité comme une attaque terroriste. La scène a eu lieu donc au Schiphol Plaza, un hall rempli de commerce traversé chaque jour par des milliers de passagers. Merci Fardous Hussein pour ces précisions. Ce journal vous a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi.